l'homme derrière Gims, Drake, Maluma, The Weeknd, Justin Bieber, Taylor Swift. J'étais content, on me dit tu vas faire un cover de Nino et tout, c'est en urgence, donc je me dis côté urgence, ça veut dire ils vont accepter ce que je leur envoie, tu vois. Celle pour Gims, Spider, est-ce que ça t'ouvre plus de portes? J'avais acheté ma place pour le Zénith plus cher pour avoir un pass VIP pour le voir à la fin du concert, sans savoir que 3-4 ans après, je ferais des covers pour lui. Pourquoi ce ne sont pas forcément les meilleurs graphistes qui ont ces jobs-là? Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast ici à la maison. Je suis extrêmement content de recevoir l'homme derrière Gims, Drake, Maluma, The Weeknd, Justin Bieber, Taylor Swift. J'en oublie un paquet. Ouais, Party Next Door, Caris, Tyke, Dadju, Franglish, Soul King, Kenji, Kinvey, Christophe Maé, Vita, Slimane, bref. Bref, aujourd'hui j'accueille l'homme derrière beaucoup des artistes que vous écoutez et que j'écoute aussi. Je suis très content de recevoir Enzo Trupiano. Merci de m'accueillir, honoré d'être le premier invité sur ta chaîne, podcast. Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir, ça fait plus de 15-17 ans qu'on se connaît maintenant. À peu près, ouais. La semaine dernière, j'expliquais un petit peu mon parcours, donc on a énormément de projets en commun. Tu as été mon premier associé. Ouais. Donc on va parler de tout ça, on va parler un petit peu de la musique, de cette industrie, comment on rentre dans cet univers, comment on arrive à décrocher des artistes aussi gros, etc. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Ben écoute, comme tu l'as dit, Enzo Trupiano, graphiste et vidéaste dans la musique. Donc je travaille avec pas mal d'artistes, on les a cités. Je fais aussi le domaine du spectacle avec des humoristes comme Paul Mirabel par exemple. Là, j'essaie d'avoir d'autres marchés, comme notamment le marché immobilier avec ton agence, mais on pourra en reparler. Et voilà, tout simplement, pas mal de choses, entrepreneur dans l'âme, j'aime lancer des projets, tester des nouvelles choses, donc voilà. Pour démarrer, ce que je te propose, c'est qu'on revienne sur l'époque Fast Film, Ouais, donc qui était ta première boîte. c'est ça. C'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés. Je devais avoir 17, 18 peut-être, quelque chose comme ça, 17, 18 ans. Comment à cette époque-là, toi, à Toulouse, surtout que c'était il y a très longtemps, il n'y avait pas encore toute cette hype autour de l'univers du rap, hein. Je me souviens d'une époque où quand tu écoutais du rap, on te mettait de côté, c'était pas trop la norme. Comment toi, t'es arrivé à te dire, ok, je vais acheter une caméra et je vais aller clipper des rappeurs? Alors moi, déjà, faut savoir, j'ai toujours été passionné de musique depuis que je suis petit. Alors pas que du rap, hein, vraiment la musique au sens large. Et à côté de ça, j'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies, l'aspect très technique, notamment les caméras, les appareils photo, etc. Et en fait, tout est venu à la base par une rencontre quand j'étais au lycée. J'étais en internat en seconde et en première, parce que j'étais en sport-études. Et en internat, j'ai rencontré un pote, un ami encore aujourd'hui, qui s'appelle Anas, qui faisait du rap. Et en fait, très vite, on a tissé des liens. On s'est rapprochés. Et en fait, au début, c'est tout bête, mais dans ma chambre, j'avais installé mon ordi avec Audacity dessus et j'enregistrais ses premiers sons dessus sur Audacity, vraiment en mode hustler, tu vois, genre micro de casque, vraiment matériel tout pourri et tout, pas de carte son, rien. Et du coup, après, il fallait faire des clips, donc on s'est mis à faire des clips, donc on filmait avec des tablettes, des téléphones et tout. Ça, à l'époque, c'était une qualité vraiment pourrie et tout. Donc comme ça, j'ai commencé à rentrer dans le milieu de la musique en faisant ses premiers visuels, ses premiers sons, etc. Je suis devenu plus ou moins son manager, un peu son DA, son chef de projet, un peu tout. J'ai rencontré un autre ami à moi qui s'appelle Miguel, qui rappait sous le blaze Ashbertom. Donc pareil, je faisais ses clips, ses covers, ses trucs. Donc ça, c'était au lycée. On est en quelle année là à peu près? Là, on est en 2013, 2014, je crois. Quand je suis au lycée, ouais, je crois que j'ai eu mon bac en 2014, si je dis pas de bêtises, donc ouais, ça doit être ça. Donc voilà, on va en studio, on fait des vidéos, des trucs, on poste sur Facebook. Je crois à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Je crois que c'était vraiment que Facebook, Twitter peut-être. Donc voilà, on se débrouille, on essaie de faire grossir les pages Facebook. À côté de ça, moi j'ai toujours kiffé entreprendre, lancer des trucs et tout, donc j'avais même des pages fans
de rap qui s'appelait Génération Rap et tout, enfin des trucs un peu comme ça. Et puis voilà, et de fil en aiguille, je me suis mis à faire des clips pour d'autres artistes de Toulouse pour commencer. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés du coup avec iSing. Faut savoir qu'à cette époque, déjà, avoir une caméra pour tourner, c'était peu commun. C'est ça, parce que ouais, j'ai pas dit, donc ouais, j'ai investi. C'était cher. Ouais, j'avais acheté un Lumix GH4 que j'ai encore d'ailleurs, et je sais plus combien je l'avais acheté, peut-être entre 1500 et 2000 euros, un truc comme ça, je pense. On l'avait acheté et tout, on faisait les clips avec. J'avais acheté des fonds noirs, fonds verts et tout, que j'ai encore, des éclairages et tout. Et voilà, c'était la débrouille. Ouais, c'était très cher, il y avait très peu de personnes qui avaient des caméras, et encore moins de personnes qui étaient capables de tourner et de faire le montage des clips. Et on s'est rencontrés à peu près à cette époque, puisque moi, parmi les premiers parmi les premiers hustles que j'ai eu, comme j'avais beaucoup d'amis rappeurs, ben, soit je vendais les clips et je sous-traitais, soit carrément je prenais la caméra, j'allais tourner et je faisais le montage sur Premiere Pro. Et c'est à cette époque-là qu'on se rencontre. Toi, ta société Fast Film, enfin ta société, il n'y avait rien de déclaré, c'était le pur hustle. Et je savais que tu tournais, et moi j'avais cette capacité à pouvoir vendre des clips. Et je t'ai dit, ouais, je pense que ça serait bien qu'on s'associe. Toi, tu tournes, moi je vends, et on fera plus d'argent comme ça. C'est ça, on faisait 50-50. Je me souviens, j'ai remonté nos conversations. Je voyais, ouais, j'ai vendu un clip, 400 balles, on fait 200 chacun et tout. Ouais, pas de souci, hein. Moi, ça m'apportait des clients, ça me faisait pratiquer et tout. Chacun avait son argent et tout. Donc, ouais, non, c'était ça, Fast Film. Même avant Fast Film, ça s'appelait 31 Jump Street. En hommage au film 21 Jump Street. Là. Donc, ouais, c'est marrant. C'était les premiers hustles, les premiers pas dans l'entrepreneuriat. Si à l'époque, on avait su tout ce qu'il faudrait pour arriver à ce qu'on a fait aujourd'hui, on aurait vu les choses différemment. Et à cette époque-là, donc, on tourne des clips, etc. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai l'idée de faire le premier site de financement participatif dans le rap, iSing, à l'époque. C'était un projet que je faisais en école de commerce. Et là, on va aller encore plus loin dans la collaboration, puisque on va aider des artistes à financer leurs projets avant même de les avoir sortis. Donc le principe était très simple. J'avais beaucoup d'amis rappeurs, certains qui avaient vendu leur Play 3, leur Play 4, qui vendaient un peu leurs effets personnels pour se payer des séances de studio, des clips, parce que c'était cher quand même à l'époque, et tout ce qui tourne autour du rap. Et je me suis dit, ok, si on peut mettre en relation le public, les auditeurs avec l'artiste, et que le public finance l'album avant qu'il sorte en échange de cadeaux, ok, j'ai un album, j'ai du merchandising, tout ce qui se fait aujourd'hui, on le faisait déjà, c'était 2015, 2016 peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, c'était 2014-2015 même. Et là, on décide de pousser plus loin la collab et on fait financer les projets de Anas et Ashbertom notamment. C'est ça. Donc ouais, on décide de mettre leur projet sur le site. Alors je me souviens plus du tout combien on avait collecté, etc., comment c'était passé ensuite, mais ouais, on décide de pousser le truc. On se dit, nous, avec Anas et Miguel, pourquoi pas, de toute façon... Je me souviens même que Miguel, il m'avait aidé à financer la caméra aussi, parce qu'il s'est dit, de toute façon, les clips, ça va me servir à moi, donc autant que j'investisse et tout. Et puis, ouais, c'est comme ça qu'on a commencé. Franchement, c'était une époque que je kiffais. C'était vraiment la débrouille et tout. Et on a vraiment tout appris sur le tas, quoi. J'ai pas fait de formation pour apprendre à tourner des clips, pour apprendre à monter, faire du graphisme et tout. J'ai rien fait, j'ai tout appris tout seul. Toi, je suppose que c'est pareil. Le site internet, je me souviens... Hier, quand je regardais les messages justement qu'on s'envoyait, je suis remonté tout en haut. Tu m'avais demandé de faire le design et le graphisme, le web design du site et tout. Donc franchement, on touchait à tout. Ça a été super formateur. Ouais. C'était la meilleure école. À cette époque-là, j'étais déjà en école de commerce et je me souviens m'être dit, j'ai plus appris à travers cette expérience que tout ce que j'ai fait pendant toute l'année en cours. Et tu devais toucher à tout. Tu faisais vraiment le marketing, l'opérationnel, l'ADA, les relations presse. C'était extraordinaire. Je me souviens que j'allais toquer aux portes des managers de rappeurs, Babs, etc. et tout. Et on essayait de faire notre argent comme ça. Et je pense que ça a été la meilleure école au final. C'est ça. Parce qu'on a eu ce côté débrouille très rapidement. Et le temps passe. On arrête. Moi, je ferme iSing. Je vais aux États-Unis pour mes études. Je reviens et je te dis, Enzo, je crois que j'ai le projet qui va nous propulser sur le devant de la scène et qui est juste extraordinaire. Et à ce moment-là, je rentre de New York et je te dis, ok, voilà le concept, on va créer une application, on va mettre en relation. Alors, je n'ai pas précisé, mais tu es supporter du PSG, je suis supporter de l'OM, on aime le foot, on est passionné de foot.
et je te dis, ok, on va faire la plateforme où on va mettre en relation les supporters entre eux, ceux qui ont les abonnements Canal+, beIN, RMC Sport, DAZN, etc., avec ceux qui ne les ont pas, et ils vont se réunir entre supporters pour regarder les matchs. C'est ça. Et là, on fait ce projet qui, à mon sens, en tout cas pour moi, à mon échelle, c'est le projet qui a changé ma vie et celui sur lequel j'ai pris le plus de plaisir jusqu'à ce que je fasse l'IMO aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens un peu comment tout ça a démarré? Ouais, de ouf. Bah, tu m'en parles et moi, ça tombait pile poil avec la période où j'étais en master en com et marketing digital. Et justement, pour passer ce master, il fallait qu'on présente un projet de fin d'études. Donc, je me suis dit, bingo, franchement, ça tombe pile poil, c'est parfait. Donc, je kiffe l'idée, forcément, étant passionné de foot et de sport. Et en plus, moi, j'avais pas les chaînes. Donc, j'étais vraiment dans cette problématique-là. Donc, ça répondait carrément à mon besoin. Donc, je me suis dit, let's go. Je me suis dit, c'est une belle idée. J'étais très dans les trucs en plus start-up, entrepreneur et tout. C'était vraiment mon kiff. Donc on s'est lancé et tout. Franchement, c'était une belle expérience. C'était l'époque où on regardait beaucoup de vidéos de The Family. Ouais. C'était les premières vidéos d'Oussama et tout. Non, franchement, c'était une belle époque. On a tellement de choses à dire sur ce projet. C'était incroyable. Le premier site qu'on a fait, on l'avait payé à des... Je sais plus, je crois que c'était des Indiens. Ouais. C'était des Indiens et pas des Pakistanais, c'était des Indiens. Ouais, c'était des Indiens. On avait mis 10 000 euros, on avait mis toutes nos économies. On avait travaillé comme des chiens pour avoir cet argent. Et le jour de la sortie ou l'avant-veille, le site, c'était une catastrophe. Ouais. Sauf que nous, en amont, il faut savoir que Enzo et moi, quand on collabore ensemble, c'est comme s'il y avait une fusion et on est très connectés sur les idées, on a une créativité de fou. C'est un peu, je sais pas, c'est comme si tu avais les Daft Punk ensemble, Booba et Booba à l'époque future avec 2054 et tout. Et on est super complémentaires. Et nous, on avait fait une com de malade où on avait récupéré que des gros joueurs. On avait des Riyad Mahrez, des Ribéry, que des gros noms. Et tous ces gens-là avaient dit, la société s'appelait Watch It, avait dit Watch It, rendez-vous le 5 août. Et nous, le 3 août, on n'avait aucun site. Ah ouais. Rien n'était prêt, c'était une catastrophe. Les boutons ne marchaient pas, c'était pas l'ADA qu'on avait demandé. Ouais. Le site, il était vraiment moche en plus. Il était vraiment moche. Et on s'est dit, attends, on a payé 10 000 euros pour ça. Et ben, on a ajouté une compétence de plus à notre palmarès, c'est qu'on s'est dit, ok, ben, on ne peut pas garder ce site. Tant pis pour les 10 000 euros. On a 2 jours pour faire un site qui soit fonctionnel et qui soit prêt à accueillir du public le 5 août. C'est ça. Et je me souviens même que le jour de la sortie, enfin le jour où le site est en ligne et tout, il y a un mec qui nous contacte, qui nous dit ouais, j'ai repéré plein de failles de sécurité et tout, ça va pas, je peux vous les corriger, nanani, nanana. Du coup, on l'a recruté, c'était Jonathan. Ouais. Et du coup, il nous a refait tout le site avec son... Comment il s'appelait son... Je sais plus comment il s'appelait, c'était 2 devs. 2 devs, ils nous ont tout refait. Et ouais, voilà, c'est comme ça que... Et donc, on lance ce projet et on se dit très rapidement qu'il va nous falloir des fonds parce qu'une startup, ça coûte cher. Et puis voilà, nous, on était piqués de The Family. J'ai même encore les échanges mails avec l'équipe The Family. Ouais, où j'avais fait l'école et j'avais présenté le projet. Ouais. Je voulais pas monter, c'était impossible qu'on monte à Paris pour vivre là-bas et tout, faire partie de l'incubateur et tout. Et à ce moment-là, on se dit on doit lever des fonds. Et pour lever des fonds, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'associer avec un ancien joueur de foot qui avait son frère qui jouait encore et qui avait un très très gros réseau. Et il me cite des noms, il me dit voilà, je vais t'apporter Franck Ribéry, Olivier Létang, Riyad Mahrez, des présidents de club, des journalistes, etc. Et moi je me dis ok, bon, c'est un mytho, c'est sûr, il n'a pas ce réseau-là. Et on tente le coup. On se dit ok, on ouvre notre capital, on prend un peu d'argent. Je crois qu'on avait pris 40 000 euros avec lui. 40 000, ouais. On avait cédé 20% de départ, il me semble. Et on s'est dit de toute façon, c'est où ça, où on est mort dans le film, parce qu'on ne voulait pas faire un petit projet. L'idée, c'était vraiment de faire un truc très très gros. On fait rentrer cet investisseur, il nous ouvre son réseau, et là, je commence à parcourir un peu l'Europe avec lui. Je me souviens, pour vous donner cette sensation, c'est que je prenais tellement l'avion que j'en avais marre, j'en pouvais plus d'être dans des avions. On voyageait de ville en ville en Europe pour aller voir les joueurs. On faisait Londres, Milan, Naples, où est-ce qu'on était allé encore on a fait toutes les destinations, Athènes, Guingamp. On a fait toutes les villes possibles et j'en pouvais plus. Et alors que moi, j'ai pris l'avion pour la première fois très très tard. J'ai pris l'avion à 21 ans. J'ai jamais pris l'avion avant. Et là, j'avais une overdose. Et donc, on a levé des fonds avec des joueurs de foot. Ça se passait super bien. Et pourquoi ça marchait aussi bien? C'est parce qu'en termes de com, toutes les idées qu'on a eues à cette époque, tous les clubs les ont repris par la suite.
On a vraiment été précurseurs dans notre manière de communiquer. On avait une maîtrise des réseaux sociaux qu'ils n'avaient pas. C'était 2016-2017. Donc c'est vieux, c'était pas comme aujourd'hui où tu ouvres YouTube et tu as 150 000 vidéos. Et même à l'époque, je me souviens, la première fois que tu m'as dit « Ouais, il faut qu'on fasse des vidéos YouTube et tout », je t'ai regardé, je t'ai dit « Quoi ? De quoi tu me parles ?» C'est pour ça, du coup, on a lancé un concept où on allait justement chez des gens qui organisaient des soirées devant des matchs et on filmait toute la soirée. Aujourd'hui, ça, c'est des concepts que tu peux retrouver sur YouTube à foison, en vrai. Exactement. Je crois qu'il y a même, je sais plus quel média ou quel truc qu'ils l'ont fait il y a pas très longtemps, je suis tombé dessus. C'est des trucs qu'on faisait déjà en 2016-2017. Ouais. Et franchement, c'était révolutionnaire. C'était un peu, il y avait ce côté un peu visionnaire. De toute façon, on n'avait rien à perdre, on tente. De toute façon, on n'avait pas d'argent. Ouais, voilà ça. Donc, c'était pas compliqué. Donc c'est ça. En plus, on avait toutes les compétences en interne. Ouais. C'est-à-dire qu'on allait nous-mêmes tourner, on allait filmer, etc. Le lendemain, ou même des fois le soir même après le match, on rentrait, on montait. Et le lendemain, ça sortait. Et ouais, non, c'était tout simplement... Il faut dire que c'est justement parce qu'on était bon dans ce domaine-là que derrière, ça nous a ouvert les portes de tous les clubs qui ont accepté de collaborer avec nous. J'en ai parlé la semaine dernière, mais une semaine après la sortie, on s'est fait attaquer en justice par Beansport, par la Ligue de football professionnel. On a eu des clubs qui n'étaient pas d'accord qu'on utilise leur logo, leur nom, etc. Et très rapidement, tout ça s'est retourné en notre faveur, où on allait voir les clubs, on leur expliquait le concept, et on leur disait « mais c'est génial pour vos supporters ». À l'heure où les déplacements de supporters sont interdits, c'était il y a presque 10 ans et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y avait le Classico la semaine dernière, il n'y avait pas de supporters parisiens au parc, c'est une hérésie. On leur disait, vos supporters vont se réunir, on va filmer des moments de joie, de cohésion, etc. Et ça va donner une super image du foot français et de vos supporters. Carrément. Tous les clubs adhéraient et les deals qu'on avait, c'était que dès lors qu'un club jouait à l'extérieur, il communiquait sur son site et sur ses réseaux sociaux pour dire à ses supporters, allez sur Watchit, enregistrez-vous, regardez les matchs ensemble et on repartagera le contenu. Et c'est comme ça en réalité qu'on a eu nos premiers dizaines, centaines, milliers d'utilisateurs. Non, les clubs nous ont bien aidés, ils nous ont fait une bonne com. Après, on a trouvé le compromis du match à l'extérieur pour justement pas baisser l'affluence à domicile, ce qui est normal. Mais non, franchement, encore sur ce coup-là, je trouve que l'idée, elle est incroyable. Et je suis retombé sur des articles justement sur le blog du TFC il n'y a pas très longtemps, aller voir le match TFC, enfin je sais plus quel match, sur Watchit et tout, avec le visuel, parce qu'on faisait les visuels qu'on leur envoyait. Ouais. Donc tout était brandé. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on faisait les visuels que les clubs utilisaient pour faire la promo sur leur réseau. C'est terrible. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Non, franchement, c'était une belle expérience. Et donc, du coup, aussi à travers ces partenariats, on avait des cadeaux, des maillots, des choses qu'on pouvait offrir justement à nos utilisateurs. Et c'était aussi une grande force, je pense, pour la fidélisation, la rétention de nos utilisateurs. Forcément, plus tu utilisais la plateforme, plus tu pouvais avoir des cadeaux, etc., des maillots dédicacés, des choses comme ça. Donc, non, franchement, encore à l'heure actuelle, je kiffe ce projet, tu vois. Chaque fois que j'en parle, moi, ici, tous les gens me disent « Ouais, mais pourquoi vous ne l'avez pas continué? C'est trop bien ». Mais en réalité, dans une start-up, il n'y a pas d'argent, sauf au moment de l'exit. Et on avait besoin de vivre aussi, donc c'était compliqué. Et puis quand tu lèves des fonds avec les joueurs, c'est bien parce que c'est facile, mais c'est compliqué parce qu'il y a toujours un délai entre le moment où ils vont te signer les papiers, le moment où ils vont faire les virements, et on n'avait pas envie de courir après les gens, etc. Mais ça a été une super expérience. Jusqu'à aujourd'hui, le réseau qu'on a fait dans le foot me sert encore, donc ça c'est top. Et déjà à l'époque, on avait cette éthique de travail de se dire, si on fait un projet, on le fait de la manière la plus carrée possible, on reste droit dans nos bottes, on ne change pas nos valeurs ou quoi que ce soit. Et c'est toutes ces compétences-là qui aujourd'hui nous servent. Et je te disais, il y a 2 mois, j'ai envoyé un WhatsApp à un gars qui est très très connu dans le foot, vraiment très connu. J'ai pas parlé avec lui, ça faisait plus de 4 ans. Je lui ai envoyé un message, il m'a répondu en 10 minutes et il m'a donné ce dont j'avais besoin. Parce qu'à cette époque-là, on a marqué les esprits et ce projet-là, vraiment, je pense que c'est celui sur lequel j'ai le plus appris à tous les niveaux. Et c'est celui, si je devais recommencer de zéro, celui sur lequel je mettrais le plus de focus. Mais probablement pas en France, plus à l'étranger. Ouais, c'est sûr qu'avec le recul, je suis pas sûr que la France ait été, ou même soit encore actuellement, le marché le plus friand de ce type de concept, surtout depuis le Covid, toutes ces choses-là. En France, on n'aime pas trop se mélanger, on se mélange qu'avec les personnes qu'on connaît. Et je sais même qu'il y a des gens, même s'ils connaissent, qui ont leurs amis, etc., qui sont fans de foot, ils préfèrent regarder les matchs tout seuls. Oui. Il y en a beaucoup qui sont comme ça.
Donc, mais bon, peut-être que dans un autre pays, une autre culture, ça aurait mieux fonctionné. Mais en fait, je regrette pas parce que pour tout ce que ça nous a appris, enfin, l'expérience et les compétences qu'on a développées, le réseau qu'on a développé, c'est la meilleure formation en fait. Et encore, j'ai passé toute la période où on a fait plus de 10 banques pour qu'elles nous ouvrent un compte en banque. Parce que quand tu disais à l'époque que tu étais une start-up, c'était inconnu, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire, ils pensaient qu'il y avait un risque. On leur expliquait qu'il n'y avait aucun risque, on voulait juste réceptionner les fonds des investisseurs, pouvoir faire tourner la boîte, c'était une galère, mais c'était top. Et derrière Watch It, on prend des chemins différents. Je pense que de toute façon, on a tous les deux compris qu'il fallait faire des projets où on pouvait gagner de l'argent. Il y avait du cash flow, parce qu'on n'en gagnait pas. Et toi, à ce moment-là, tu décides d'aller dans la musique. C'est ça. Donc moi, ça tombe à la période où du coup j'obtiens mon master grâce à ce projet. Je l'ai eu avec 18 sur 20. J'ai passé mon oral dessus et tout. Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai kiffé. Et du coup, par sécurité, je vais chercher un CDI. Parce que c'est un peu ce qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit. Mes parents, la culture en France, etc. Tu fais ton master, tu vas chercher du taf. Donc je prends un CDI, je suis chargé de marketing digital dans une boîte à Toulouse, c'est un sous-traitant d'Airbus. Ça se passe bien, ça me plaît, mais je sais que je vais pas y faire toute ma carrière. Et à côté, je reviens un peu à mes premiers amours, la musique. Bon, j'ai toujours été en contact avec Miguel Ashbertom, donc je refais ses visuels, etc. Parce que lui aussi, il avait levé un peu le pied sur la musique pour ses études. Donc il décide de reprendre, c'est un vrai passionné et qu'il n'a jamais perdu ça. Et alors si je me souviens bien, c'est Kevin Steele, un jour qui m'appelle et qui me dit, Kevin Steele c'est un réalisateur de clips qui habitait sur Toulouse, il a fait pas mal de clips. Et il m'appelle, il me dit, ouais je tourne un clip pour Barack Adama. Donc Barack Adama c'est un membre de la section d'assaut et il savait que j'étais un féru de section d'assaut, moi j'étais un peu un Wati fan à l'époque et tout. Pull Watibé et tout, hein, j'étais vraiment. T'étais piqué. Ouais, j'étais piqué. Gims s'était passé en concert au Zénith et j'avais acheté ma place pour le Zénith plus cher pour avoir un pass VIP pour le voir à la fin du concert et tout, sans savoir que 3-4 ans après, je ferais des covers pour lui, tu vois, donc c'est incroyable. Donc il m'appelle, il me dit ouais je fais un clip pour Barack Adama à Toulouse et tout, c'était chaud, tu viens, comme ça tu m'aideras pour tout ce qui est lumière, caméra, tout ça. Donc je dis vas-y, grave chaud. J'y vais, je vais rencontrer un gars que je kiffe à cette époque-là, et ça servira toujours pour le réseau. J'y vais, on tourne le clip et tout, ça se passe bien. Et pendant le clip, du coup, je parle avec Adama et son manager Amos. On échange, ils me demandent ce que je fais et tout. Donc moi, je leur dis, donc, je suis pas trop dans la réal de clip. J'avais un peu stoppé ça, justement. Et je m'étais plus concentré sur la création de contenu, donc tout ce qui est montage, graphisme, visuel, cover et tout ça. Et ils me disent, ok, ça peut nous intéresser, on te rappellera. Bon, je me dis, bon, ils ont dû me dire ça pour me faire plaisir, Ouais. ça va pas. Mais bon, c'est quand même, j'étais content, j'ai fait ma photo avec eux, je suis reparti. C'était une bonne expérience, moi j'étais en mode fan un peu, mais sans le montrer, parce qu'il faut quand même être pro et tout. Et peut-être une semaine après, du coup, Kevin Steele me fait faire les teasers du clip en question. Donc, premier artiste connu, entre guillemets, donc je suis grave content. Et il se trouve qu'à cette époque-là, Barack Adama signe un artiste sur son label, pas très connu, qui s'appelle Tyke à l'époque. Et il me fait confiance, il me fait bosser sur ses visuels. Donc au début, c'est pas des covers, c'est juste des visuels pour les réseaux sociaux. Donc là, j'ai retrouvé un visuel que j'avais fait pour Tyke où il y avait écrit merci pour les 100 000 abonnés Instagram. Ah ouais. Et aujourd'hui, je crois il doit être à 2 ou 3 millions d'abonnés, un truc comme ça. Donc ça, c'est vraiment les tout premiers visuels que je fais pour Tyke. Il sort un projet qui s'appelait Nixia. Je sais plus si c'est le 2 ou le 3. Et là, pareil, il me demande de faire les teasers, tout ça. Donc là, grave content et tout. Encore une bonne opportunité et tout. Et en fait, à l'époque, j'avais pas de société. Et eux, forcément, ils étaient structurés, ils avaient un label, etc. Ils pouvaient pas payer au black, etc. Ils étaient obligés de déclarer les frais, machin. Donc au final, en fait, c'est Kevin qui facturait. Et lui, je sais pas comment il faisait, il me faisait ressortir l'argent en prenant bien sûr sa commission, etc. Et ça a été le cas pendant quelques mois. Et après, je me suis posé la question, je me suis dit quand même, ça peut peut-être valoir le coup de monter ma structure, ma société, déjà pour simplifier les choses, et puis pour facturer moi-même et prendre tout dans ma poche, quoi. Donc je me déclare auto-entrepreneur, et en parallèle, en fait, je vais démarcher les artistes sur Instagram, via leur label, via les managers, etc.
Faut savoir que moi, je suis très très fort pour trouver les gens de l'ombre. Donc j'arrive à trouver, parce qu'à l'époque, aujourd'hui les managers ils se montrent, ils se manifestent, etc. Sur les réseaux, tu peux trouver facilement les managers, etc. À l'époque, c'était pas comme ça. Ouais, c'est clair. Donc je recherche, je regarde les gens qui sont identifiés dans les photos, les commentaires et tout. J'arrive à tomber sur des managers connus, etc. que je contacte. J'envoie ce que je fais en DM et tout. Et au culot, je dis, bon, quand est-ce qu'on bosse ensemble et tout, je suis chaud de travailler ensemble, de travailler avec vous, je kiffe cet artiste et tout. Donc au début, je contacte que des artistes que je kiffe, parce que ça facilite le truc, tu vois, des artistes que j'aime pas, je les ai pas contactés. Aujourd'hui, je travaille avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'on m'envoie mes premiers projets. Et ça va très vite, parce que dans la musique, le réseau, bah, comme dans l'IMO, je pense, ça va très vite. De toute façon, la force du réseau, c'est ce qu'il y a de plus fort dans tous les business. Et le bouche à oreille fonctionne parfaitement, puisque j'arrive à travailler avec d'autres artistes. Alors les premiers, je sais plus dans quel ordre c'était, mais très rapidement, j'arrive à travailler sur le projet Versus 2 de Vita et Slimane. Okay. Donc là, je sors un peu du rap. Enfin, je crois que c'est mes premiers artistes hors rap. Ouais. Bon, bien sûr, j'avais d'autres clients, mais d'autres clients dans le rap. Et du coup, là, je me dis, ah, c'est cool quand même, Vita Slimane. C'est costaud. T'allumes la radio, t'entends du Vita Slimane à longueur de journée à cette époque-là, là, avec leur son, Ça ira. Enfin bref, ils ont fait des hits, leur album, il s'est vendu à plus de 1 million d'albums et tout, c'est incroyable. Et donc, via ce projet-là, je rentre directement dans les bases de données fournisseurs de Universal. Ouais, Universal Music. Universal Music, donc plus précisément le label Island Def Jam, avec qui je travaille encore aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut savoir que dans les maisons de disques, il y a plusieurs labels. Donc chez Universal, par exemple, tu as Island Def Jam, tu as Capitol, tu en as d'autres. Et dans ces labels-là, tu as plein d'artistes qui sont gérés par des chefs de projet. Et un chef de projet, il va travailler sur 4, 5, 6 artistes. Donc forcément, si ça se passe bien avec un artiste, il va te mettre sur ses autres artistes. Et donc c'est comme ça que très rapidement, du coup, je travaille avec Amel Bent, Dadju, Franglish, Kenji. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis voilà, après, de fil en aiguille, on me met aussi sur la fameuse tournée Section d'Assaut, ouais. Sur les visuels de la tournée. Donc là, j'étais comme un fou. On parle de quelle tournée là? La tournée Le Retour des Rois, okay. Qu'ils ont faite. Ils ont fait la tournée dans l'optique de sortir leur album, ouais. Qu'ils n'ont pas de sortie. Ça a été annulé pour multiples raisons, mais la tournée, elle a eu lieu. Et j'ai eu la chance de faire du coup plein d'affiches pour les réseaux sociaux, des déclinaisons à droite à gauche, donc j'étais comme un fou. Comment tu passes de donc Vita, Slimane, etc. Là, c'est les premiers gros que tu fais, ouais. La section. Après, tu vas passer encore un cap. Je sais que tu as l'humilité de ne pas vouloir trop parler de ça, mais comment tu fais pour passer de ces artistes-là à d'un coup, tu vas taper du Gims, tu vas taper du Drake, tu vas taper du Taylor Swift, ouais. The Weeknd, des têtes d'affiche. C'est ça. En fait, l'industrie de la musique, elle est complexe parce que tu vois, des artistes comme Drake, Taylor Swift, etc., ils sont signés dans des maisons de disques aux États-Unis. Mais en France, les maisons de disques gèrent un peu leur communication, la promotion de leurs projets, etc. Et en fait, ils ont besoin de créer leur propre visuel, bien sûr, en gardant la DA du projet qui a été formalisé par la maison de disques aux États-Unis. Mais ils ont besoin de passer par leurs propres sous-traitants, en fait, leurs propres prestataires. Et du coup, ces artistes-là sont signés chez des labels avec qui je bosse déjà pour les artistes locaux. Okay. Donc le premier gros projet inter sur lequel j'ai bossé, c'est pour Justin Bieber, à l'époque où il a sorti Peaches. En fait, il venait faire un événement en France pour promouvoir l'album, etc. Et en fait, ils avaient créé un pop-up store sur Paris. Alors, je ne sais plus s'il était présent, mais je pense que oui, quand même, c'était un événement pour lui. Dans lequel il y avait du merch, des trucs, et je crois même des paniers avec des pêches, tu sais, pour rester un peu dans... Donc du merchandising, ouais. Des pulls, des t-shirts. Ouais, pardon. Des pulls, des t-shirts, des casquettes, plein d'objets, des goodies et tout. Et en fait, dans le cadre de cet événement-là, ils avaient besoin de faire un logo. Moi, il faut savoir que je suis pas trop spécialisé dans les logos, tu vois. J'en fais pour dépanner, mais à chaque fois qu'on me demande est-ce que tu fais des logos, franchement, je dis je peux t'aider, je peux te dépanner, mais c'est pas ma spécialité. Je vais pas être le meilleur sur les logos. Et là, je me dis quand même pour Justin Bieber, je peux pas dire non. De toute façon, de base, je suis un gars, je dis jamais non à un projet. J'écoute. Si vraiment ça me parle pas et que je suis pas en capacité de le faire, je vais pas le faire.
mais dans 90% des cas, je vais essayer de trouver des moyens pour justement le faire. Et là, je me dis, vas-y, je vais le faire le logo. Et je fais un logo, je fais 4 propositions si je me souviens bien, et il y en a un qui est validé. Il valide, donc après, il fallait faire des déclinaisons, des flyers pour les réseaux sociaux, pour annoncer l'événement, des stickers avec le logo justement qu'ils allaient coller sur les poches, les sacs, etc. Donc ça, c'est mon premier artiste. Et puis après, voilà, comme je te dis, c'est vraiment que du bouche à oreille. De là, on me fait travailler sur un asset, donc une vidéo pour les réseaux sociaux pour The Weeknd, pour la sortie de, je sais plus quel album, en vinyle. Donc c'est faire une vidéo vinyle disponible en précommande ou disponible à l'achat, etc. Donc pareil, là je suis comme un fou, une vidéo pour The Weeknd et tout, voilà. Donc ouais, c'est comme ça, beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup de bouche à oreille, donc le réseau est très important. La compétence évidemment, mais il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne. On parlera de Gims tout à l'heure et tout, parce que je sais que c'était un rêve pour toi. Pourquoi ce ne sont pas forcément les meilleurs graphistes qui ont ces jobs-là? Parce qu'en fait, c'est une très bonne question. En fait, l'industrie de la musique est quand même une industrie assez particulière. C'est une industrie qui va très vite et les parties prenantes ont besoin d'avoir les informations très rapidement et les maisons de disques ont besoin d'avoir les visuels, les contenus très vite. C'est-à-dire que un matin, un artiste peut décider de sortir un titre, prévenir sa maison de disques, ouais, je veux sortir ce titre, et du coup, ben, il faut la cover, il faut les teasers, il faut les newsletters, il faut les bannières, il faut tous les contenus pour communiquer. Donc, ils ont besoin de gens qui sont très réactifs, tout en étant créatifs, parce qu'il ne faut pas oublier le côté créa là-dedans, parce qu'on peut dépoter plein de covers à la journée, mais il faut quand même garder l'aspect créa, il faut que ça aille dans la DA de l'artiste, etc. Donc en fait, du coup, c'est pour ça que je dis, c'est pas les meilleurs graphistes. Moi, je me considère pas du tout comme le meilleur graphiste. Comme je te disais la dernière fois, des fois, je scrolle sur Instagram ou sur Apple Music, je vois des covers, je me dis, putain, ils sont chauds les mecs, tu vois, comment ils ont pensé à ça et tout, ils sont chauds. Mais en fait, moi, là où j'ai trouvé ma force, c'est dans la disponibilité, dans la réactivité et dans le fait de toujours trouver et proposer une solution à mon client et à mon partenaire. Si je vais pas être disponible, je vais envoyer sur quelqu'un d'autre, je vais trouver une solution pour le faire. Des fois, je travaille, je suis dans ma voiture, je m'arrête sur un parking pour faire le truc en rapide. Franchement, si on devait me filmer H24, je travaille n'importe quand, n'importe où. C'est vraiment l'état d'esprit. Je prends mon ordi partout, tu vois, quand je pars en vacances, même quand je vais chez mes parents. Alors, forcément, il y a un côté un peu sacrifice, tu vas pas profiter du moment pleinement. Mais c'est mon choix, c'est le sacrifice que j'ai voulu faire et c'est, je pense, ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça et ça se comprend, ça se respecte. Tu vois. Il y en a, ils partent en vacances, ils n'ont pas envie de bosser. Il y en a, ils vont passer un moment en famille, ils n'ont pas envie de bosser non plus. Et il y en a, ils sont en train de conduire, ils n'ont pas envie de bosser. Ouais. Mais je pense que ouais, c'est un peu ça le secret de là où j'en suis aujourd'hui. Ça a été vraiment la réactivité et la disponibilité. Et derrière, après, c'est le réseau qui va faire la différence. Ouais, C'est ta relation avec ces gens-là. c'est ça, c'est le fait d'avoir leur confiance, de montrer que je suis quelqu'un de compétent, tout en ayant compris en fait le marché. Si t'as des graphistes comme je disais, qui sont super forts, qui sont meilleurs que moi, qui sont grave créatifs et tout, qui font des bêtes de trucs, mais ils vont te mettre 3 jours à te pondre la cover. Alors après, c'est leur choix, tu vois, mais les maisons de disques, elles n'ont pas 3 jours. Honnêtement, rarement, on m'a dit on a besoin d'une cover pour dans 3 jours. C'est encore il y a 2 jours, t'en es témoin, on m'envoie un message à 20h, ouais, il nous faut un logo. Bon, c'était le soir du Classico, donc j'étais off, on a regardé le match ensemble. Et le lendemain, vers 9-10h, je reçois un message alors tu peux m'envoyer le logo. Mais j'ai pas eu le temps de te le faire, le logo. Mais le logo, par contre, 1 heure après, il l'avait. Ouais. En 1 heure, j'ai réussi à le sortir et il était content, tu vois. Donc ouais, non, C'est des milieux où tu es obligé d'aller très très vite. Et je pense que de toute façon, c'est commun à tous ces milieux où il y a beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de pression. Et c'est un peu une clé de succès en réalité. C'est qu'il ne faut pas compter tes heures. c'est ça. Il faut être extrêmement disponible, il faut faire des sacrifices. Et en soi, c'est toutes les qualités dont tu as besoin dans l'entrepreneuriat. C'est ça, exactement. Et franchement, je remercie aussi les personnes qui m'entourent, avec qui je vis au quotidien, etc. Parce que elles aussi, entre guillemets, font le sacrifice d'accepter ça.
quand tu pars en vacances avec tes potes et qu'au moment de partir à la plage, tu leur dis « Ah, désolé les gars, je dois vite fait envoyer un truc à un client » et qu'au final, ça dure 30 minutes, ça peut être relou pour les gars, tu vois. Et au final, ils ont accepté, ils comprennent, tu vois. De toute façon, au pire, ils partent et moi, je les rejoins. Ouais. Mais dans la solidarité du truc, tu vois, ils restent avec moi, ils comprennent. Et franchement, ils sont vraiment témoins que je peux vraiment bosser n'importe où, tu vois, à l'aéroport, en attendant Ouais. l'avion, dans le Uber, de l'aéroport jusqu'au Airbnb. Il faut être extrêmement flexible. Ouais, c'est ça, c'est agile, flexible et, euh, et pas compter ses heures. Parce que des fois, tu vois, vers 19h, tu n'as plus de demande client, tu dis ça y est, ma journée elle est tranquille, puis à 22h, on t'appelle, on te dit ouais, en fait, à minuit, on a un son qui sort, on a oublié de faire le teaser, est-ce que tu peux nous l'envoyer? Donc à 22h, tu te rallumes ton ordi. Après, moi, là, la force que j'ai, entre guillemets, c'est que je suis quelqu'un de très organisé, je suis un peu un maniaque de la productivité, de la bonne organisation. Donc, c'est-à-dire que si à 22h, on me demande un teaser, à 22h30, ils l'ont. Je vais pas mettre 1 heure à le faire parce Ouais. que je sais où sont mes trucs, mes éléments, je sais comment je veux le faire, j'ai la maîtrise des formats. Et je sais que quand on me demande un teaser pour dire que le single il est dispo, je sais quel format il faut que je fasse. Donc c'est un peu ça aussi la force que j'ai actuellement. Est-ce qu'il y a des maisons de disques ou des chefs de projet qui sont beaucoup plus exigeants que d'autres? Ouais. Mais c'est pas forcément ceux auxquels on pense. Ça va pas forcément être les gros artistes qui sont le plus exigeants, contrairement à ce qu'on peut penser. Et c'est même souvent l'inverse. Souvent, les gros artistes, c'est là où il y a le plus de trous, on va dire. C'est un peu une râpe à fromage. Ils oublient souvent des choses. Et c'est là où c'est, entre guillemets, le moins bien structuré, je trouve. Alors, pas tous, mais souvent j'ai eu pas mal d'expérience. Bon, les projets sont sortis, on a réussi à tenir les délais, etc. Mais souvent, tu as les informations au dernier moment, des fois même le lendemain de la deadline, etc. Donc il faut que tu réajustes, etc. Alors que sur les artistes qui sont en développement, je pense qu'il y a beaucoup plus de pression et d'enjeux, parce que les maisons de disques elles mettent un billet sur un artiste qui n'est pas connu. Donc je pense qu'elles sont beaucoup plus carrées que sur un artiste qui a déjà son réseau, qui est déjà développé, qui a déjà sa fanbase, etc. Et ouais, donc. Quel est le projet, je sais pas si tu t'en souviens, mais quel est le projet sur lequel tu as le plus galéré? Sur lequel j'ai le plus galéré. J'ai pas de projet sur lequel j'ai le plus galéré, franchement. Tu peux pas citer de nom, c'est ça? Ouais, c'est compliqué, mais je peux citer des exemples Ouais. sur des albums qui sont sortis, sur lesquels on m'envoie les paroles, parce que tu sais, il y a encore les sorties d'albums en physique, que j'en fais pas mal, et du coup, dans les livrets, on met les paroles. Et les paroles, on t'envoie des fois les paroles musique par musique sur WhatsApp, au lieu de t'envoyer un document Word bien truc, bien écrit, bien formalisé, etc., avec des fautes d'orthographe. Donc du coup, moi, mon travail devrait être juste faire du copier-coller et du design. Au final, je me retrouve à faire du réaménagement de texte, corriger les fautes. Des fois, ils vont t'envoyer une musique où tu sais, ils vont t'écrire refrain avec le refrain, puis le refrain, quand il revient, ils écrivent juste refrain. Et la musique d'après, ils te réécrivent le refrain. Donc au final, tu sais, c'est pas formalisé pareil, etc. Il n'y a pas une unicité dans l'écriture des paroles. Donc ça, je suis obligé. Après, c'est aussi mon job, mais il y a des maisons de disques qui le font. Pourquoi d'autres non? Après, je suis aussi en mode... je suis pas en train de les accuser, etc. Parce que je sais comment ça se passe aussi à l'intérieur. Et je sais qu'ils sont sous-staffés, qu'ils font des horaires aussi qui sont assez larges pour certains. Et donc je sais qu'ils font au mieux, tu vois. Et c'est aussi, je pense, qu'ils apprécient chez moi, parce que j'arrive à toujours les mettre bien, à les arranger, à trouver une solution à leurs problèmes internes, alors que je travaille pas pour leur boîte, mais j'arrive à leur trouver des solutions, parce qu'il va manquer une personne qui est censée faire ça, je le fais à sa place, etc. Mais non, un projet sur lequel j'ai le plus galéré, non. Après, il y a des projets sur lesquels on a fait beaucoup de versions avant de trouver la version définitive. Je pense au single de Kenji et Gims, Dernier Métro. Il fallait que je fasse la cover. Et j'avais pas de photos, j'avais rien. Et on me dit, il faut qu'on fasse une cover pour le single de Gims, enfin de Kenji avec Gims. Et on n'a pas d'idée.
On sait pas ce qu'on veut, mais voilà, il nous faut un truc, et forcément, c'était un délai très court et tout. Donc là, j'ai fait plein de versions, jusqu'à ce qu'on trouve un truc, tu vois. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça où on teste beaucoup de choses. Après, il y a aussi plein de projets où en one shot, c'est validé. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, il y a de tout. Tu le prends jamais à l'ego ou personnellement quand on te dit ouais, ça on n'aime pas ou... Non, alors au début c'était compliqué. En fait, c'est-à-dire qu'au début, j'avais un peu peur d'envoyer parce que j'avais peur du retour. Ouais. Tu sais, tu fais ton truc, t'es content, t'es satisfait, mais t'as peur de l'envoyer parce que t'as peur qu'on te dise ouais, non, j'aime pas. Et au final, de toute façon, t'es obligé de l'envoyer parce qu'on te le demande, donc tu l'envoies. Et après, l'ego, tu le mets de côté. Là où j'avais pas un souci, mais là où mon ego on a pris un peu pour son grade, c'est sur tout ce qui est crédit, mention, etc. Comme je te disais la dernière fois. Donc c'est pas vraiment sur les critiques, j'ai toujours été ouvert à la critique, ça, y a pas de souci. Mais pour tout ce qui est crédit, mention, si tu peux expliquer pour ceux qui nous regardent. Donc quand on fait une cover, un teaser, etc., bah, l'artiste le poste sur ses réseaux et certains artistes mentionnent le créateur. Donc ils te mettent teaser by Enzo Truppi ou cover by Enzo Truppi. Souvent ils le font pour les photographes, mais ils oublient de le faire pour le graphiste. Et au début ça me tiquait un peu, tu vois. Je me disais pourquoi ils pensent pas à nous, moi aussi je veux un peu la fame, tu vois, je veux qu'on sache que c'est moi et tout. Il y avait un peu ce truc-là, tu vois. J'étais un peu jeune, je voulais que la reconnaissance, tu vois. Donc je bataillais un peu, je disais ouais, dis à l'artiste de mentionner s'il te plaît. Au final, avec le temps, j'ai compris que déjà maintenant on me connaît. Bon, pas, tous les fans de musique ne me connaissent pas, mais c'est pas le but. Dans le milieu, on me connaît. Et le plus important au final, c'est que l'argent tombe sur le compte, tu vois, c'est que le client me paye, c'est pas que le client me crédite. Et encore aujourd'hui, il y a des artistes ou des managers qui envoient des messages, ouais, on a besoin d'une cover, on n'a pas de budget, mais on peut te créditer. Ça, tu peux le faire quand tu démarres, mais... Oui, je pense qu'à ton niveau... Tu vois, et je me demande comment les mecs ont le culot ils tombent sur mon profil, ils voient que je travaille quand même avec des artistes, des choses, ils voient que je suis pas un nouveau. Ouais. Et ils te proposent quand même des trucs comme ça, donc il y a beaucoup de personnes qui sont culottées. Ouais. Est-ce qu'il y a un artiste avec lequel tu as le plus aimé collaborer? Ouais, je kiffe, il y en a plein, mais il y a un artiste en particulier avec qui je m'entends super bien, c'est Taïk. Alors je sais pas si c'est parce que on a commencé à travailler ensemble à ses débuts ou si c'est parce que je pense que c'est un peu des deux, mais humainement c'est une très bonne personne aussi, contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux, etc. Les trucs, les vidéos en boîte et tout, mais ça reste un artiste, c'est un personnage. Dans la vraie vie, c'est vraiment une personne en or, tu vois. Et dernièrement, il était en concert à Toulouse avec Dadju pour leur tournée commune. Et du coup, ça aussi, privilège de mon métier, c'est que ça va faire peut-être 3-4 ans que je paye plus les concerts. J'ai des invitations, je peux aussi régaler la famille, mes proches et tout, donc ça c'est cool. Donc je vais à ce concert, à la fin du concert, je vais les voir en loge, etc. Et Taïk me dit qu'il reste plusieurs jours sur Toulouse. Donc je dis, ah bah si t'es chaud, demain on se fait un truc et tout. Et il me dit, bah si tu veux, on se fait une séance de sport. Je dis vas-y, chaud et tout, bah, vas-y, rendez-vous à Basic Fit Jean Jaurès à Toulouse. Donc, Basic Fit Jean Jaurès, c'est le Basic Fit le plus en centre-ville de Toulouse. C'est, je pense, ça doit être le Basic Fit le plus, là où il y a le plus de monde dans Toulouse. Et ça lui posait aucun souci. Donc à 11h pile, il était là, il est même arrivé avant moi, vraiment ponctuel de ouf et tout. Et du coup, il rentre, j'ai un abonnement duo, sinon il aurait pas pu rentrer. Il rentre, on fait notre séance. Et franchement, un mec super sympa. Il y a des gens qui sont venus le voir. Ouais, t'es Taïk et tout. Et voilà, et genre, sans pression, sans... Donc ouais, j'aime bien collaborer avec lui. Parce que là, je parle de l'aspect humain, mais il y a aussi l'aspect artistique. On a un peu cette même DA, les mêmes idées, etc. Donc je comprends vite ce qu'il veut. Et quand je fais quelque chose, il capte là où je veux aller aussi. Donc très souvent, au départ, en plus, c'était son manager qui me demandait des choses, etc. Et très souvent, je passais directement par lui. C'est lui qui m'écrivait directement pour me donner ses modifs, ses trucs, ses envies, etc. Donc ça marche bien, ouais, même sur le plan artistique avec lui. Est-ce que quand tu fais une cover comme celle pour Gims, Spider, ouais, est-ce qu'il y a un avant-après? Est-ce que ça t'ouvre plus de portes? Comment ça se passe? Alors, oui et non. Quand je fais Spider, je suis déjà quand même bien dans le milieu, etc., bien impliqué. Mais ça a été un gros hit. Donc forcément, ça donne une visibilité supplémentaire. Il n'y a pas longtemps, en plus, on en a reparlé.
Je devais faire une cover pour Nino. Bon, au final, ça n'a pas été validé. C'est un autre graphiste derrière la cover. Tu vois, justement, exemple typique, la cover qui a été validée, je me dis, ah ouais, lourd. Ça pouvait pas rivaliser contre ce que j'ai fait, tu vois. Après, on m'a contacté à 14h, on m'a dit, il nous faut la cover pour dans 1 heure, tu vois. Ok. Donc c'était vraiment, j'étais en speed et tout. Donc j'ai quand même fait 5 ou 6 propositions. La maison de disques a validé, etc. Mais au final, je crois que c'est l'artiste qui a validé autre chose. Et en fait, en exemple, on m'avait dit, ouais, on avait bien aimé ce que tu avais fait sur Spider, on veut un truc un peu dans le même délire, etc. Donc tu vois, aujourd'hui, on m'en reparle. Mais donc ouais, ça ouvre quand même des portes, mais étant donné que j'avais déjà mon réseau, etc., ça n'a pas été non plus révolutionnaire. Est-ce que tu as une idée justement du design qui t'a propulsé, qui t'a fait passer un cap? Oh, c'est dur. Alors, j'aurais pas un design en particulier, mais je pense que c'est tous les designs que j'ai fait pendant la période 2020 où on était tous bloqués à la maison. Ok. J'ai eu beaucoup de projets pendant cette période-là. Donc, à cette période-là, j'étais encore en CDI. J'étais en chômage partiel à la maison, donc en vrai, j'étais en full-time sur mon activité. Et pendant cette période-là, j'ai fait notamment mon premier album physique pour Franglish. C'était Mood Partie 1, donc c'est l'album où il est en mode Simpson, sur lequel il y a My Salsa avec Tory Lanez. Donc là aussi, je me retrouve à faire la cover du single pour Tory Lanez et Franglish. Donc, Celle-là, je savais pas que c'est toi qui l'avais faite. Ouais, voilà, incroyable. Il y a beaucoup de choses. En vrai, il y a un moment donné, je communiquais pas sur tout parce que je pouvais pas. Et aujourd'hui, on me dit, ah, mais c'est toi qui as fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Donc, ouais, non, c'est incroyable. Donc, ouais, ça a été mon premier album physique. Et c'est ce qui m'a permis d'en faire d'autres après. Et franchement, je remercie du coup le label de Franglish, Lutes Music et Universal, donc Island Def Jam. Parce que franchement, quand ils m'ont demandé de faire ce projet-là, moi je leur ai dit, je sais faire des covers, mais je sais pas faire d'album format physique. C'est des gabarits particuliers, puisque c'est imprimé, après c'est plié, etc. Et ils m'ont dit, ah, pas de souci, on va tout envoyer, on va te montrer, etc. Franchement, ils m'ont fait confiance, alors que je n'en avais jamais fait. Et en quelques jours, c'était plié, c'était validé et tout. Donc, C'était ta première proposition ou t'en as fait plusieurs et ils ont validé celle-là? Non, validé direct en plus. Okay. Validé direct et j'avais zéro brief. Enfin, zéro brief. En fait, donc la cover, c'est en mode Simpson et tout, et moi, je dessine pas. Donc, en fait, eux, ils avaient fait appel à un dessinateur qui était spécialisé dans les dessins de Simpson. Il s'appelle Simpson Ivor, le mec sur Insta. Il fait que des dessins en mode Simpson, tu vois. Et c'est lui qui m'a envoyé tous les dessins. Et après j'avais carte blanche. Donc, bon, j'avais la cover, il fallait faire l'intérieur du CD, il fallait faire la rondelle CD, il fallait faire le dos avec la tracklist, etc. Et tout ça, c'est moi qui, à l'aide de mes connaissances et de mon inspiration. Mais ouais, non, ça a été validé quasiment direct. Tu vois. Et suite à ça, ça en est découlé. Du coup, j'ai fait le Mood 2, le Mood 3. Et sinon, après, j'ai fait Imenes, j'ai fait Amel Bent, Vivante. J'en ai fait plein, j'ai fait Versus 3, l'album commun de Vita Slimane, Caris Château Noir. En album, j'en ai fait plein. Ouais. On mettra une photo de tous les disques d'or aussi que tu as à la maison. Aussi, bah oui, ça on en a pas parlé. Ouais. Et, du coup, grâce à cet album-là de Franglish, Mood, je reçois mon premier disque d'or. J'étais comme un ouf. Bon, faut savoir que les disques d'or dans la musique, surtout en tant que graphiste, faut quand même aller les chercher. J'en ai eu sans les demander, mais il faut quand même aller les demander, les réclamer. Bon, ça fait partie du jeu, tu vas pas les payer, etc. Bien qu'il y a des labels qui te disent, ok, ben faut que tu les payes par contre. Okay. Donc ça, c'est voilà. Moi, je conseille aux graphistes de pas les payer parce que, en vrai, l'argent que vous avez gagné, je sais pas, tu fais une cover à 200 balles, tu vas le ressortir au même prix pour un disque d'or, ça vaut pas juste pour montrer sur Instagram que tu as un disque d'or. Non, je pense que ça vaut pas le coup. Par contre, vous êtes en droit d'aller les demander et de dire, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai bien participé au projet. Franchement, si vous avez le budget pour m'en offrir un, je serais content. Tu vois. Et donc, grâce à ça, on m'en a offert pas mal. Le premier, c'était Franglish, justement. Après, j'ai eu Taïk. Justement, Taïk, tu vois, je l'ai pas demandé, tu vois. Ouais. Kenji, pareil. Un jour, je reçois un SMS, enfin, un message sur WhatsApp. On me dit, il faudra que tu passes au bureau à Paris, on a un cadeau pour toi, tu vois. Bon, je me doutais, mais j'y suis allé et tout, et au final, je me retrouve avec le disque de platine de Kenji. Stylé. Franchement, à cette époque-là, j'avais même pas fait la cover de l'album, j'avais juste fait des contenus pour les réseaux sociaux. Ouais. C'était juste des teasers, etc. C'était pour l'album Mi Vida. Je me dis, franchement, ils sont sympas, tu vois. Et suite à ça, j'ai pu faire les 2 derniers albums de Kenji.
Les 3 derniers albums de Kenji, pardon, L'école de la vie, Vivre et Encore, mais Encore n'est pas encore sorti. Il sort en octobre. Donc ouais, voilà. On a parlé des succès. Est-ce qu'il y a des points négatifs dans ton métier? Ouais, oui, il y en a beaucoup. Après, la musique, c'est une industrie assez spéciale. Enfin, tous les domaines qui touchent à la célébrité sont des domaines assez particuliers. C'est pour ça que je dis, faut pas trop mettre d'ego. Faut pas penser que les artistes ou les chefs de projet sont tes potes ou tes amis. En vrai, faut rester assez professionnel. Tu peux sympathiser, bien t'entendre, etc. Mais moi, j'évite de penser que tel ou tel artiste, c'est mon ami, tu vois. Ouais. Parce que du jour au lendemain, il va trouver un graphiste qui est meilleur que toi, plus rapide que toi, moins cher que toi aussi, et il va passer par lui, tu vois. Et c'est le jeu, c'est comme ça. Donc il faut rester pro, tu peux sympathiser, aller aux soirées, les release parties, les trucs, les machins, aller aux showcases, les concerts quand t'es invité, parce que c'est important de te montrer, de faire du réseau et tout. Mais faut pas mélanger, faut pas se dire que ce sont tes amis, etc. Après, tu peux devenir ami avec un artiste, tu vois. Forcément, tu vois, des fois les rencontres, etc., tu les prévois pas, tu peux accrocher avec certaines personnes, etc., malgré qu'ils aient du succès et tout. Même au sein des maisons de disques, en vrai, il y a des chefs de projet ou des directeurs marketing, etc., avec qui je m'entends super bien. Et à chaque fois que je vais sur Paris, ils me disent bah, viens, on va boire un verre et tout. Mais je monte pas assez sur Paris, par contre. Ça, faudrait que je le fasse plus. Donc ça, c'est un peu l'aspect négatif. Après, forcément, ouais, c'est l'aspect, il y a beaucoup de graphistes, beaucoup de personnes qui font comme moi, donc il y a beaucoup de concurrence. Donc faut tirer son épingle du jeu, faut jouer avec ses qualités, ses forces, et toujours rester compétitif au niveau des prix, au niveau de la créativité, au niveau de la rapidité d'exécution, et au niveau de l'aspect humain aussi, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, le côté relationnel. Donc je disais, faut pas être ami avec eux, mais faut être sympa, faut discuter avec eux, faut t'intéresser au projet, etc. Montrer que t'es investi. Et non, les aspects négatifs, après, bon, il y a eu des échecs, hein, des propositions. Bah, là, dernièrement, Nino, ouais. J'étais content, on me dit, tu vas faire un cover de Nino et tout, c'est en urgence. Donc je me dis, côté urgence, ça veut dire ils vont accepter ce que je leur envoie, tu vois. Mais je savais pas qu'ils avaient fait appel à d'autres gens aussi. Bon, il se trouve que c'est l'artiste qui a fait appel à d'autres personnes. Mais il y en a eu d'autres, hein, des covers que j'ai faites qui ne sont pas faites, des artistes avec qui je bosse plus aussi parce que, voilà, comme je disais, ils passent par quelqu'un d'autre. Bon, c'est comme ça. C'est un peu comme dans la vie, hein, de perdu, 10 de retrouver, tu vois. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier avec lequel tu aimerais collaborer? En vrai, j'ai travaillé avec tellement d'artistes. Ça ne pas pour faire le mec ou quoi, tu vois, que là, je saurais pas dire. Moi, mon goal quand j'ai commencé, c'était de travailler la section avec Gims, tu vois. Ouais. Au final, j'ai réussi. Aujourd'hui, je travaille plus trop avec Gims parce que justement, il travaille avec d'autres graphistes, etc. Et en vrai, je suis même pas forcément deck, tu vois. Parce que je me dis, ma dernière cover pour Gims, c'est Spider. Ça a été un bête de succès. Bien sûr, depuis, il en a sorti des trucs. Mais franchement, quand je vois ses covers, je me dis, elles sont stylées. Sinon, après, ce serait plus des artistes internationaux, tu vois. Des grands artistes, mais vraiment faire des covers pour eux, tu vois, pas juste parce que ouais, c'est vrai qu'on a parlé de The Weeknd, de Bieber, de Taylor Swift, etc. C'était des contenus pour leur promotion en France, c'était pas vraiment des covers, mais ouais, faire des covers pour des Bieber, des covers pour des The Weeknd, Drake, tout ça, franchement, ça serait incroyable. Pour l'instant, c'est des visuels marketing, mais qui sait un jour. On te le souhaite. Hein. Merci. Ouais. Enzo, merci beaucoup d'avoir partagé tout ce parcours extraordinaire. C'est que le début parce que je sais que tu as beaucoup de projets qui arrivent. Ouais. Mais merci beaucoup pour ta franchise, pour ce moment de partage. C'était un plaisir de te recevoir en tant que premier invité, c'était symbolique. Ouais. Premier associé, premier invité. Et on va suivre ce que tu fais avec beaucoup d'attention, même si aujourd'hui encore on bosse ensemble sur la partie IMO. Ouais. Donc c'est lui que vous retrouvez sur tous les contenus IMO qui sortent. C'est ça. Et on voit le talent et on est très content de l'avoir parmi nous. Et au plaisir de partager tes prochains succès. Merci, ça fait plaisir et franchement merci pour l'invitation. J'ai kiffé, c'est la première fois que je fais un podcast et franchement j'ai kiffé. Le prochain sur Bouscapé, la vraie interview, tout ça. De ouf. Non, franchement j'aime bien. Après vu que je suis sur Toulouse, il n'y a pas beaucoup ce genre de trucs et comme je disais, je monte pas trop sur Paris, il faudrait que je le fasse plus souvent. Parce que sur Toulouse ça réseaute pas trop. Tu sais, bon je travaille de chez moi mais souvent je vais dans des cafés, des trucs et tout pour bosser.
Et jamais on est venu me voir en me disant « Ah, tu fais quoi, t'es entrepreneur et tout », alors que tu vois, à Dubaï, c'est totalement l'inverse. À Paris, je sais pas. Mais il faudrait que je monte plus souvent sur Paris, voir mes clients, etc. À chaque fois, ils me disent viens, viens, viens et tout. C'est vrai que là, à Dubaï, en 24-48 heures, tu as eu tellement d'opportunités de business que... C'est ça, c'est incroyable. Au point où j'ai réfléchi à venir vivre ici, mais ouais, non, d'un point de vue opportunité, c'est ouf. On te le souhaite. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. Ciao.